Anaïs, merci beaucoup pour ton invitation, ton organisation parfaite et toutes tes petites attentions. J'y suis particulièrement sensible, je te remercie. Donc, je passe là, pardon. Donc on va parler effectivement un peu plus de pachychoroïdes et des différences avec la DMLA. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle encore de DMLA, mais en réalité, c'est un terme qui est générique et qui est en partie faux. Il y a des DMLA, il y a plusieurs phénotypes de DMLA. Et si je vous présente succinctement des patients qui ont des drusènes séreux, des DEP drusénoïdes, des patients qui ont des drusènes cuticulaires, une dégénérescence choroïdienne liée à l'âge, ou des pseudodrusènes réticulés, ce ne sont pas du tout les mêmes patients, ils n'ont pas du tout le même pronostic visuel. On ne doit pas leur donner la même information et j'espère qu'à l'avenir, on les traitera aussi différemment. De la même façon, la CRSC, qui est la 4e maladie rétinienne la plus fréquente, elle présente aussi une grande variation phénotypique. Il y a la CRSC aiguë bénigne, on va rassurer les gens, la CRSC avec fibrine, la CRSC chronique avec des épithéliopathies très diffuses, la CRSC avec DR exudatif, et tous ces patients-là ne sont pas les mêmes. Eh bien, au carrefour de ces deux grands spectres de pathologie, la DMLA et la CRSC, on va se retrouver un petit peu au milieu avec ce qui a été décrit par Bailey-Freund comme les pachychoroïdopathies. Ce sont des pathologies qui ont en commun un phénotype choroïdien très particulier, qui vont emprunter des symptômes à la CRSC et à la DMLA. Et c'est tout l'intérêt d'en parler parce que c'est devenu un des diagnostics différentiels principaux aujourd'hui de la DMLA. Donc ce phénotype choroïdien, il est représenté par un épaississement choroïdien lié à des pachyvaisseaux, c'est-à-dire des veines extrêmement dilatées dans la couche de Haller qui occupent toute l'épaisseur choroïdienne, une hyperperméabilité choroïdienne vasculaire en ICG, une atténuation de la choriocapillaire, et les 3 publications princeps sont celles-ci par la même équipe de Bailey-Freund à New York. Donc en 2013, pachychoroid pigment épicéliopathie, en 2014, pachychoroid néovasculopathie, et en 2017, Peripapillary pachychoroid syndrome. En image, c'est un petit peu plus parlant toujours. Donc on va distinguer schématiquement les pachychoroïdopathies dites non néovascularisées avec la pathologie princeps qui est bien sûr la CRSC qui a permis d'identifier ce phénotype choroïdien, la pachychoroïde associée à des altérations de l'épithélium pigmentaire qui est une pachychoroïde avec des AEP, des dépôts mais sans signe exudatif, sans décollement séreux, et puis le syndrome de pachychoroïde péripapillaire qui est représenté par surtout des kystes intrarétiniens plus ou moins des DSR de distribution péripapillaire, qui est une entité un peu à part. Et toutes ces pachychoroïdopathies non néovascularisées peuvent au fil du temps développer des néovaisseaux, et c'est là tout l'intérêt, puisqu'on va se poser la question de la différence avec la DMLA, de la prise en charge. Donc la pachychoroïde avec néovaisseaux, ce sont exclusivement des néovaisseaux de type 1, ils sont au mieux diagnostiqués sur l'OCT angiographique et l'examen de choix pour faire le diagnostic, et puis la vasculopathie polypoïdale, pour le diagnostic des polypes, l'ICG reste encore supérieur à l'OCT angiographique. Et donc, si on schématiquement, on veut faire le plan de ce topo, on va essayer de prendre les différentes formes de DMLA et le versant en pachychoroïde. Donc, sur les stades précoces de DMLA, la MLA ou les DMLA intermédiaires, on va avoir en miroir les pachychoroïdes et altérations de l'épithélium pigmentaire. Et il n'est pas rare de redresser des diagnostics de DMLA précoces aujourd'hui en disant aux gens, mais non, vous n'avez pas la DMLA, vous avez une pachychoroïde avec des altérations de l'épithélium pigmentaire. Et les gens sont très contents parce que je vais vous en dire un mot, le pronostic est bien meilleur. La différence, elle est clinique, elle est simple. Est-ce qu'il y a des drusènes? Est-ce qu'il n'y a pas de drusènes? Donc c'est tout simple. En revanche, il peut y avoir des AEP, des migrations de pigments, des dépôts de matériel dans les deux entités. Et en réalité, c'est un petit peu plus complexe parce que Rick Spade a décrit dans un second temps la présence de drusènes très particuliers dans les pachychoroïdes, qui sont ces dépôts de forme un petit peu bizarres, arciformes, qui ne sont pas les drusènes ronds typiques de la DMLA, ces dépôts ovoïdes avec une distribution qui n'est pas radiaire, qui n'a pas de confluence centrale, et ça s'appelle les pachydrusènes. Donc la présence de ces pachydrusènes représentés schématiquement ici n'exclut pas le diagnostic de pachychoroïdes associés à des altérations de l'épithélium pigmentaire. Et donc les gens vont nous demander, mais quel est le rythme de suivi? Est-ce que je dois prendre des vitamines? Qu'est-ce que je fais? Comment on me surveille? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils veulent savoir, comme on voit pour une première fois les patients avec des drusènes, ils veulent savoir un petit peu l'histoire naturelle. Et comme c'est une entité relativement récente, aujourd'hui il y a une publication asiatique qui s'est intéressée à l'histoire naturelle de la pachychoroïde associée à des AEP, avec une étude de cohorte rétrospective japonaise sur 165 patients. C'était les yeux ADELF des patients atteints de CRSC. Âge moyen de 55 ans, 22% de femmes. Vous savez que les pachychoroïdes, comme la CRSC, sont plutôt l'apanage des hommes. Ça les différencie aussi de la DMLA.
Et sur cette histoire naturelle, à 6 ans, eh bien, ces patients qui avaient une pachychoroïde associée à des AEP n'ont développé un néovaisseau que sur un œil à 4 ans sur les 148 yeux. Donc on voit que ce n'est pas du tout le même pronostic que la DMLA précoce, c'est beaucoup plus bénin. Et en revanche, il y a 16% de ces patients qui ont développé une CRSC à 6 ans. Aucun de ces patients n'a développé d'atrophie à 4, 5, 6 ans. Donc quand même, c'est extrêmement rassurant. Quels étaient les facteurs de risque d'occurrence d'une CRSC sur ces PPE? Il n'y avait pas de facteurs de risque génétiques et les facteurs d'imagerie. Uniquement les patients qui avaient une épaisseur choroïdienne centrale supérieure à 350 microns étaient à risque de développer une CRSC. Tous les patients qui avaient une épaisseur choroïdienne centrale inférieure à 300 microns, aucun d'entre eux n'a développé de CRSC à 6 ans, donc c'est très rassurant. Et donc pour répondre à mes questions précédentes, est-ce qu'il faut prendre des vitamines type AREDS? Il n'y a aucun bénéfice démontré dans cette entité. Les bénéfices sont déjà assez faiblement démontrés dans la DMLA. Et est-ce qu'il faut éviter la corticothérapie? Quand on parle de pachychoroïde, on se demande toujours, est-ce qu'il faut avoir cette question sur la corticothérapie? Ce n'est pas démontré non plus, mais ce qu'on peut dire de façon rassurante, c'est que si l'épaisseur choroïdienne centrale est inférieure à 300 microns, il n'y a vraiment aucun risque a priori de développer une CRSC, donc on ne va pas avoir cette discussion sur les corticoïdes. CRSC versus DMLA néovasculaire. Alors il y a plusieurs entités qui sont dans les diagnostics différentiels de la DMLA néovasculaire au sein des pachychoroïdopathies. La CRSC chronique, dont l'évolution s'émaille de néovaisseaux secondaires dans 30 à 50% des cas. La pachychoroïde sans être passée par la case CRSC qui peut elle-même se compliquer de néovaisseaux, pachychoroïde associée à des néovaisseaux, et la pachychoroïde associée à des polypes. Donc toutes ces entités-là vont être des diagnostics différentiels de la DMLA. Les premières études qui ont bien repéré cette complication de néovaisseaux secondaires sur les CRSC chroniques, ce sont des études beaucoup de japonaises qui ont repéré ce petit soulèvement plat irrégulier dans les CRSC chroniques qui est présent dans 50% des CRSC chroniques, et en se disant mais ce profil ressemble finalement aux néovaisseaux de type 1 de la DMLA qu'on a l'habitude de voir et correspondent parfois à des néovaisseaux. Voilà un petit cas clinique pour illustrer vraiment ça et la pertinence de ce débat-là. Ça, c'est un patient de 56 ans, baisse de vision à 8/10, avec un DSR avec allongement des segments externes des photorécepteurs, des images très typiques de CRSC chronique, un petit point de fuite focale sur l'angiographie à la fluorescéine. Sur l'angiographie ICG, pas les plages d'hyperperméabilité choroïdienne vasculaire qui normalement sont l'apanage de la CRSC, elles ne sont pas constantes. Et sur l'OCT angiographique qu'on fait maintenant systématiquement dans la CRSC, en particulier dans les formes chroniques, on va voir ce lacis néovasculaire de type 1 évident. Donc du coup, on se pose la question, est-ce qu'il faut faire des IVT d'anti-VEGF? Bien sûr. Et voilà, je vous montre l'histoire de ce patient que je suis depuis longtemps. La vision est restée bonne et je vous demande simplement, est-ce qu'on a fait un tritanextène? Est-ce qu'on a fait des IVT d'anti-VEGF? Qu'est-ce qu'on a fait pour ce patient qui a des néovaisseaux de type 1, un DSR, une baisse de vision? Eh bien, chez ce patient, on n'a fait que 2 IVT d'anti-VEGF à des moments où le DSR semblait persister, sans grande conviction d'ailleurs, parce qu'en réalité, le décollement séreux de ce patient était vraiment lié à la CRSC avec des fluctuations et des améliorations complètement spontanées. Et donc, ces signes exsudatifs dans ces situations-là sont d'origine mixte, la pathologie princeps, qui est la pachychoroïde, et puis la pathologie secondaire, qui est la néovascularisation. Les fluctuations spontanées sont possibles et fréquentes, et donc on ne va pas aller d'emblée commencer un schéma de tritanextène duquel on aura du mal à sortir. Une période d'observation est complètement possible. Autre situation un peu différente. Là, c'est un patient de 84 ans avec, vous voyez qu'il n'y a pas de drusène au fond d'œil, une pachychoroïde sur l'OCT, et puis ce FIPED, ce soulèvement plat irrégulier, et les néovaisseaux confirmés sur l'OCT angiographie. Ce patient était dans un cycle de tritanextène depuis 3 ans, avec un DSR qui était persistant, qui ne répondait pas complètement aux IVT d'anti-VEGF. L'angiographie, pas de point de fuite focale, pas de plage d'hyperperméabilité choroïdienne vasculaire en ICG. Et donc, on a fait en fait un traitement combiné par PDT à la vertéporfine demi-fluence et IVT. Et ça a permis de résoudre complètement, de façon beaucoup plus durable, ce DSR chez ce patient. Les CRSC compliqués de néovaisseaux, en fait, il y a cette étude qui a été faite par Raphaël Lejoyeux et Elodie Bousquet. En gros, après un traitement d'induction, après 3 IVT d'anti-VEGF, il n'y a que 50% des patients qui sont répondeurs aux IVT d'anti-VEGF. Donc pour résumer, ces néovaisseaux de la pachychoroïde, ce sont des néovaisseaux de type 1 qui sont sous-jacents au pachyvaisseau, qui peuvent être complètement quiescents et asymptomatiques. Les IVT d'anti-VEGF ne sont efficaces que dans la moitié des cas. Et en cas d'échec des IVT, un traitement par PDT demi-dose ou traitement combiné est souvent très efficace. Un dernier mot pour parler de l'atrophie. On n'en a pas beaucoup parlé. Je vous présente ce cas diagnostiqué comme atrophie géographique, un patient de 60 ans. Vous voyez la plage d'atrophie sur l'œil droit.
Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de drusène là non plus, il n'y a rien sur l'autre œil, et il y a des petites altérations de l'épithèle pigmentaire sur l'autofluorescence autour de cette plage d'atrophie hypo-autofluorescente. Et en réalité, c'est une pachychoroïde associée à une plage d'atrophie géographique. C'est une entité qui est nouvelle dans la littérature. Il y a une publication récente. C'est des Japonais qui ont revu tous leurs cas diagnostiqués d'atrophie géographique. Ils sont aperçus que dans 23% des cas, il n'y avait pas de drusène et il y avait une pachychoroïde. Donc, ce n'est pas de la DMLA s'il n'y a pas de drusène. Et ils ont appelé ça pachychoroïde GA, pachychoroïde atrophie géographique. Par rapport à l'atrophie conventionnelle, ce sont des patients qui sont plus jeunes. La surface de l'atrophie est plus petite, elle progresse moins vite. L'épaisseur choroïdienne centrale, bien sûr, est plus épaisse. Et voilà, là, l'évolution sur presque 4 ans d'une plage d'atrophie dans la pachychoroïde. C'est important parce qu'aujourd'hui, on va commencer, j'espère, à avoir des traitements dans l'atrophie. Joël Uzan en a parlé. Et donc, on va faire attention aux diagnostics différentiels. Et donc, ça, c'est probablement pas vraiment de la DMLA. Petit quiz pour finir. Je vous montre 4 patients avec des plages d'atrophie. Et il n'y en a qu'un, en fait, qui est une atrophie de DMLA avec des pseudo-drusènes autour de l'atrophie. Tous les autres sont des atrophies associées à une pachychoroïde. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Mais pour vous dire qu'en fait, il y a vraiment un miroir des pachychoroïdopathies avec toutes les entités de la DMLA, qu'elles soient la DMLA précoce, la DMLA néovascularisée, la DMLA atrophique. Il faut penser à ces diagnostics différentiels, regarder la choroïde, et le pronostic des pachychoroïdopathies est globalement plutôt meilleur que celui de la DMLA, et il y aura des traitements différents également. Voilà. Et ces nouvelles entités plutôt atrophiques, que ce soit l'atrophie géographique ou les cavitations de la rétine externe, sur laquelle on a aussi beaucoup travaillé, ne sont pas encore aujourd'hui intégrées dans ce spectre des pachychoroïdopathies, mais vont l'être à l'avenir probablement. Voilà le résumé de tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Sarah, c'était remarquable. Moi j'avais une question à te poser. Est-ce que finalement tous tes patients pour lesquels tu vas diagnostiquer une pachychoroïde, est-ce que tu les traites finalement comme anti-VEGF ou est-ce que tu as encore quand même des indications de traitement combiné ? Alors aujourd'hui, sur les patients qui ont des pachychoroïdes associés à des néovaisseaux, je privilégie les traitements combinés. Parce que on va essayer de les rapporter, mais on a d'excellents résultats des traitements combinés par PDT demi-dose, IVT AJ7, et souvent ça permet d'arrêter un cycle d'anti-VEGF qui était fréquent et partiellement efficace chez ces patients. Et toute la problématique aujourd'hui est plutôt celle de la pénurie de la vertéporfine, avec une situation qui s'est améliorée récemment, puisque maintenant on a de nouveau accès à la Visudyne pour des patients dont l'acuité visuelle est de moins de 6/10 sur l'œil atteint, quelle que soit l'acuité de l'autre œil. Donc on arrive à peu près à traiter nos patients correctement. Souvent, c'est des gens qui arrivent en deuxième ligne, qui ont déjà eu des IVT d'anti-VEGF, et en fait, on nous les envoie en disant c'est une DMLA qui ne répond pas bien aux anti-VEGF. Ça fait partie des cas réfractaires de DMLA néovasculaire qui ne répondent pas complètement aux anti-VEGF. Souvent, si les anti-VEGF ne permettent pas en mensuel d'assécher complètement, si on n'arrive pas complètement à les espacer, il n'est pas rare qu'il y ait une petite composante choroïdienne vasculaire, auquel cas le traitement combiné peut être vraiment efficace. Et oui, donc c'est rarement en première intention. En première intention, comme je l'ai dit, c'est plutôt l'observation, parce que parfois ça s'améliore tout seul. En deuxième intention, on teste les anti-VEGF qui sont parfois très efficaces, c'est à peu près le 50% des cas. Et dans les autres 50%, en effet, le traitement combiné, ouais. Et juste une question qui n'en est pas une. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut, pour la première fois qu'on voit un patient DMLA, ou en tout cas rétine, ne pas mesurer l'épaisseur choroïdienne un peu? Est-ce que ça ne serait pas aussi absurde de commencer à injecter un patient sans avoir une épaisseur de sa choroïde, un peu comme on a pris l'habitude de faire une pachymétrie avant de traiter un glaucome? Absolument. Et je voudrais juste compléter, parce que c'est la question que je voulais poser, et savoir, parce que je ne suis pas du tout rétinologue, savoir de quelle façon, quelle est la meilleure façon en imagerie pour mesurer l'épaisseur de la choroïde. J'avais fait un commentaire en disant à Joël, finalement, sur l'OCT des nouvelles générations, elles ont toutes en fait un spectral domaine qui fait que la choroïde est visible. Nous, on la regarde pas, on la mesure pas, mais on la voit. Il faut juste aller la chercher. Alors là, elle était mesurée dans ce que tu as montré. Là, elle est mesurée. Alors à l'origine, c'était les OCT EDI sur le Spectralis Enhanced Depth Imaging. C'est une technique qui avait été décrite par Spade en 2008 avec un module spécial sur l'HRA pour voir la choroïde. Aujourd'hui, sur le Zeiss, c'est le module HD. Et aujourd'hui, sur toutes nos machines, on voit à peu près très bien la choroïde chez tout le monde sans faire de coupe spécifique. Et si on ne voit pas l'interface scléro-choroïdienne, c'est probablement que la choroïde est très épaissie. Oui, mais tu as donné une valeur précise, 300 microns. Oui. Alors, donc, ça veut dire une mesure précise. C'est une mesure précise avec un curseur aux deux interfaces. Il n'y a que Topcon qui fait sur
web source, une cartographie des épaisseurs. Automatique et pas simplement la mesure centrale. Mais je pense qu'en effet, pour aller tout à fait dans votre sens, regarder simplement s'il y a des drusènes pour parler de DMLA, regarder la choroïde et regarder l'autofluorescence pour voir ces images qui sont très différentes, comme je vous ai montré sur l'atrophie. Ces 3 images où très vite on va aller se poser la question des différentiels avec les pachychoroïdes, je pense. C'est indispensable, ouais. Enfin, moi, je me suis rendu compte.